Allez, à mon ami Bernard. Bonjour mes amis. Bon... bonjour les amis Internet. Nous sommes le vendredi 23 octobre 2020. Je me trouve actuellement à Boulogne-sur-Mer, donc à 300 km de Paris, et en présence de mon ami Bernard Frappes-Test. Chin Chin et à ta santé, docteur. Merci. Mais moi, je veux dire simplement une chose, c'est que tu es à la maison, surtout parce qu'on se connaît, toi, avec ma femme, Chang, hein, d'origine vietnamienne, comme toi, et c'est pour ça qu'on a cette amitié depuis quelque temps. Merci. Voilà. Merci pour. Et mon ami Bernard, pourquoi j'ai décidé d'avoir une conversation filmée pour vous faire découvrir, parce que je trouve qu'il est profondément humanitaire, humaniste. Et donc, nous allons aborder avec Bernard une conversation amicale, n'est-ce pas, Bernard, qui va nous raconter un petit peu son cursus, un petit peu son CV, mais surtout l'aspect globetrotter en tant que médecin. Et ensuite, dans la deuxième partie, sa relation particulière avec le Vietnam depuis très longtemps, depuis avant même que tu sois né déjà. Et puis en dernier, donc son job actuel, ça concerne la tuberculose, puisque Bernard est le spécialiste du département Pas-de-Calais, de la région Hauts-de-France, hein, depuis quelques années. Et donc il y aura, ce sera une vidéo assez longue, mais on coupera en petits morceaux, sinon ce sera trop long. Voilà, donc à radio, je me trouve actuellement le vendredi 23 octobre. Bernard, à toi de jouer. Raconte-nous, Bernard, un petit peu ton CV assez rapidement. Et puis après, quelles sont les anecdotes, quand tu as commencé, comment ça s'est déroulé pendant tes peut-être les 20 premières années en tant que médecin globe-trotter, c'est ça, puisque tu as voyagé peut-être 80 pays, je ne sais pas. Si je me trompe, tu me dis. Vas-y Bernard. Donc, merci Alain pour cette brève présentation. Je vais essayer d'être effectivement moi aussi assez bref, parce que le programme que tu as présenté, c'est pas une demi-heure, c'est pas une heure, c'est peut-être 2-3 heures qu'il faudrait pour un petit peu raconter tout ça. Et c'est trois choses importantes que tu as dit, effectivement. Ma vie professionnelle qui a commencé donc il y a déjà 44 ans, en 1976, la date où j'ai été diplômé médecin. Et puis mon travail actuel en tant que médecin responsable de la tuberculose dans le Pas-de-Calais. Mais entre-temps, on va parler aussi donc de ma relation particulière, comme tu l'as dit, avec le Vietnam. Et je tiens à dire qu'elle est très très forte, étant donné aussi que je suis marié avec Chang Thi-Dieu Chang, Marie-Madeleine, qui est mon épouse depuis 22 ans. Voilà. Donc moi, j'ai commencé, si on peut résumer un petit peu, j'ai terminé mes études de médecin en 1976 et je suis parti en 1976-77 comme médecin en Algérie, et c'était ma première expérience vraiment de terrain comme médecin. Et là, j'ai découvert effectivement les conditions de travail difficiles, puisque j'étais dans la montagne avec des populations déshéritées. Et c'est là que j'ai senti tout de suite la nécessité peut-être de changer de voie professionnelle, et non pas m'intéresser à la médecine curative, mais vraiment m'intéresser à la santé publique. Quelle est la grande différence entre la médecine curative et la médecine de santé publique? C'est effectivement le fait qu'on ne s'intéresse pas à une personne quand on est médecin de santé publique, mais on s'intéresse à une population. Et que donc ce qu'on fait pour une personne, eh bien, il faut le faire d'une façon globale pour prévenir les maladies, prévenir les situations sanitaires difficiles pour une population entière, ce qui est tout à fait différent comme point de vue. Moi, une petite anecdote de cette époque, c'est que en 76, donc, j'ai vu dans une famille mourir 5 enfants de la même famille qui sont morts de la rougeole parce qu'ils n'avaient pas été vaccinés, parce qu'on n'avait pas les moyens non plus, pas d'antibiotiques pour prévenir les complications de cette rougeole. Et donc ces enfants sont morts de rougeole, alors que s'ils avaient été vaccinés, ces enfants ne seraient jamais morts.
de ma propre famille. On a été on était 6 enfants. On a eu la rougeole dans la famille dans les années 50 et aucun de ces enfants, aucun de nous n'a été atteint par n'est mort de tuberculose, de rougeole, je m'excuse. Donc c'est très important, disons, cette époque-là, parce que c'est là que j'ai compris la nécessité de changer totalement de vie professionnelle et de m'intéresser à la santé publique. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis rentré d'Algérie, j'ai quand même travaillé comme médecin généraliste en France, à Marseille, pendant 3 ans. Et là, ça m'a renforcé dans dans ce choix de me tourner vers la santé publique et la médecine communautaire. Après ces 3 ans de médecin généraliste familial, donc à Marseille, je suis parti comme médecin pendant 1 an avec Médecins sans frontières au Soudan. Et là, c'est pareil, je me suis occupé de populations et non pas d'individus uniquement. Et avec Médecins sans frontières, j'ai vacciné, j'ai à l'époque déjà travaillé contre la tuberculose, j'ai des problèmes nutritionnels, enfin beaucoup d'activités de médecins communautaires avec MSF. Et en rentrant du Soudan, j'ai repris des études différentes. Je suis rentré à l'Institut Pasteur, j'ai fait un cours de médecine tropicale à Marseille, j'ai fait un cours d'économie de la santé, un cours de santé publique, et je suis parti avec la coopération française, c'est-à-dire la coopération gouvernementale de la France avec des États en développement. Je suis parti au Mali, puis après ça a été le Mozambique, après ça a été le Burkina Faso, après ça a été le Cap-Vert et finalement le Cambodge, où j'ai travaillé pendant 6 ans avec la coopération française aussi, de 1995 à 2001. Et c'est aussi pendant cette période que j'ai eu la chance de rencontrer mon épouse en allant au Vietnam, qui est le pays voisin du Cambodge. Et j'ai rencontré mon épouse en 1998 et nous sommes depuis ce temps-là ensemble et mariés depuis cette époque-là. Alors, ça veut dire que 76, date à laquelle tu as eu ton diplôme de médecin, et ensuite 98, donc ça fait environ, ça fait 22 ans, hein, 22 ans en 98, là où tu es arrivé au Cambodge. Non, je suis arrivé au Cambodge en 95, j'ai quitté le Cambodge en 2001, donc et là c'était la fin de ma vie professionnelle avec la coopération française gouvernementale. Oui. Et là j'ai eu la chance à ce moment-là de rentrer et d'être recruté par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et je suis parti avec mon épouse aux Philippines, non pas pour travailler pour le gouvernement des Philippines, mais pour toute la région du Pacifique occidental qui regroupe 37 pays, dont la Chine, dont le Vietnam, le Cambodge, tous les pays du Pacifique. Et pendant 5 ans, là, je me suis occupé de la lutte. J'étais conseiller pour la lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles auprès du directeur régional de l'OMS à Manille, qui couvrait ces 37 États. Donc à partir de 2002, c'est ça? Oui, à partir de 2002. À Manille, je suis rentré à l'OMS basé à Manille, mais voyageant dans tous les pays de la zone et recrutant d'autres médecins, d'autres personnels et tout pour former des équipes au niveau de chacun des États, notamment en Chine, notamment au Vietnam, notamment au Cambodge, notamment dans les pays du Pacifique Sud, tout ça, pour développer des équipes luttant contre le sida et contre les maladies sexuellement transmissibles. Donc pendant ces 5 ans-là, donc 2002-2007, hein, à peu près, hein, et ensuite... Fin 2006, oui. Oui, fin 2006. À partir de 2006, qu'est-ce que tu fais? En 2006, j'ai eu là aussi, si on peut dire, la chance que l'Organisation mondiale de la santé m'a proposé de devenir son représentant dans un petit pays du Pacifique Sud, le Vanuatu. Et donc les 6 dernières années de ma vie professionnelle avec l'OMS se sont passées comme représentant de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire en gros comme conseiller du ministère de la Santé. 2018, jusqu'en 2012, fin 2012. 2007, 2012, fin 2012, d'accord. Vanuatu. D'accord. Et donc avec l'OMS, tu as commencé depuis 2002, c'est ça? Oui, 2002 à 2012. Voilà. Ça fait 6 ans. 10 ans. 10 ans. Oui, c'est ça, 10 ans de travail de représentant de l'OMS. C'est ça. Au départ, conseiller régional pour le sida, et puis ensuite
représentant de l'OMS dans un pays spécifique. D'accord, Voilà. ok. Et à partir de 2012? Ben, à partir de 2012, c'était soit de rentrer en France et profiter d'une retraite de l'Organisation mondiale de la santé, ou bien de continuer à travailler, parce que je pense que j'avais encore beaucoup de choses à faire, et c'est ce qu'on a fait. On est rentré avec mon épouse, on est rentré en France, et on a effectivement sillonné un petit peu différent la France, et puis on a finalement choisi de répondre à une proposition de travail dans le Pas-de-Calais, dans le département de Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer, comme médecin de médecine sociale, c'est-à-dire que pour 50% de mon temps, je m'occupais des personnes âgées, des personnes handicapées, et pour 50% de mon temps, de la lutte contre la tuberculose dans ce département. Jusqu'à maintenant. À la fin de 2017, j'ai été aussi à la retraite, si on peut dire, du côté français, et donc j'ai continué à travailler pour m'occuper uniquement de la lutte contre la tuberculose, et c'est ce que je fais depuis fin 2017. Depuis 3 ans. Je suis le responsable de la lutte contre la tuberculose dans le Pas-de-Calais jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, 76, 2005, tu es arrivé au Cambodge. 1995 au Cambodge. Ah oui, pardon, 95. 98, le mariage. Oui. 2002, Manille. 2002 jusqu'à fin 2006, 2007. Jusqu'à 2012. Et à partir de 2012, tu es rapatrié en France. Pas rapatrié, parce que c'est pas on est rentré en France. C'est par des formations professionnelles. Actuellement, nous. Bon. Alors, par contre, Bernard, donc, pendant ce temps de 76, date à laquelle tu as obtenu ton diplôme de médecin généraliste, hein, jusqu'à 2005. Hein, c'est ça, hein, donc ça fait 20 ans. Non, 95, pardon, je mélange avec les dates, excuse-moi. Donc 76, 95, 19 ans. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai travaillé dans différents pays. Oui. J'ai dit en Algérie. Oui. Là, j'étais simplement comme médecin dans j'avais 5 dispensaires de montagne en Algérie. Tu l'as dit, ouais. J'ai travaillé comme. Je suis rentré en France déjà. 3 ans à je Marseille. me suis installé comme médecin généraliste avec un ami. On a eu une pratique professionnelle tout à fait particulière, puisqu'on avait un cabinet en commun, et on avait tout en commun, la clientèle, l'argent, tout était commun. Mais on avait décidé de continuer à travailler dans les pays en développement. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fixé de s'installer à Marseille pour 10 ans, 15 ans ou 20 ans, mais on avait fixé une date de 5 ans maximum et de repartir dans les pays en développement. Ah oui. Oui. C'était un choix au départ, ce qui a fait d'ailleurs notre clientèle, qui était devenue aussi des amis, n'ont pas compris qu'on parte retravailler dans les pays en développement alors qu'ils avaient besoin de nous à Marseille. Mais bon, c'est comme ça, on a choisi. Et après, tu as pris d'autres études que tu penses nécessaires. Après, j'ai fait 1 an avec Médecins sans frontières, qui m'a conforté dans cette décision de reprendre des études de santé publique, ce que j'ai fait. L'Institut Pasteur, la médecine tropicale à Marseille, le diplôme de santé publique et tout. Et là, je suis parti en Afrique. À quel moment alors? En 1983. Voilà. Donc ça fait 8 ans après avoir obtenu le diplôme, à peu près 8-9 ans que tu es parti en Afrique. Voilà, et j'ai travaillé pour le gouvernement français, pour la coopération, ce qu'on appelle la coopération française du gouvernement avec des États qui sont liés avec les accords avec la France. J'ai travaillé, comme je l'ai dit, dans différents pays, le Mali, le Mozambique, le Burkina Faso, le Cap-Vert, et puis finalement 6 ans au Cambodge. Et c'est à la suite de mon séjour au Cambodge que j'ai été recruté par l'Organisation mondiale de la santé pour un poste très spécifique comme conseiller, parce que c'était un petit peu mon cursus dans la coopération française, comme conseiller pour la lutte contre le sida et contre les maladies sexuellement transmissibles. Alors Mali, on sait ce que c'est, hein. C'est voilà. Alors alors comment c'est toi qui as fait la démarche auprès de l'OMS, ou comment ça s'est passé concrètement ou naturellement peut-être, non? Je ne sais pas.
là, c'est une anecdote, c'est vraiment Oui. un truc. J'étais donc, en fin de compte, après le Cambodge, la France m'avait proposé de partir comme médecin, comme responsable de la santé publique en Angola et comme conseiller au ministère de la Santé d'Angola. Mais il y a eu entre-temps ce qu'on appelle l'Angola Gate. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est quand il y a eu des problèmes entre la France et l'Angola pour différentes raisons. Et la France et l'Angola ont stoppé leur coopération entre eux. Et donc là, la France m'a dit, bon, de toute façon, vous avez déjà eu 16 ans avec nous, on vous donne le chômage. J'ai droit à un chômage bien payé, si on peut dire, pour plusieurs années. Mais bon, j'avais pas envie de m'arrêter et d'être au chômage. Et je suis allé voir mon neveu qui était en train de faire des études de médecin aussi à Lyon. Et là, par hasard, j'ai rencontré, assis à une terrasse de café, j'ai rencontré quelqu'un qui me connaissait et qui m'a dit: qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit: je suis au chômage et je vais partir travailler comme médecin dans une ONG, un truc humanitaire au Mali, parce que je connaissais bien ce pays. Mais elle m'a dit, mais cette personne m'a dit, mais il y a un poste pour toi à l'OMS à Manille. Ah bon? J'ai dit, et alors on m'a donné le détail de ce poste et tout. Et j'ai dit non, mais j'ai jamais travaillé avec l'OMS directement et tout, donc c'est même pas la peine de candidater. Tu es parfaitement le profil pour ce poste. Donc, il faut candidater. Ah, dis donc, c'est une rencontre extraordinairement. Donc, voilà. Et donc, j'ai candidaté le dernier jour, c'était le fin octobre, si je me souviens bien, le 30 octobre, ou quelque chose comme ça. J'ai envoyé mon CV à l'OMS à travers le canal habituel et tout. À l'époque, les ordinateurs ne marchaient pas très bien, mais c'est quand même passé. Et puis, le 20 novembre, 3 semaines après, j'ai reçu un coup de téléphone de Manille, des directions des ressources humaines de l'OMS, en disant: on vous a sélectionné pour le poste, est-ce que ça vous dit de prendre l'avion et de venir à Manille pour faire des interviews? Tu n'y attendais pas du tout, hein, c'est ça? J'étais en France avec mon épouse. C'est ça ou non? Non, mais je n'y croyais pas trop. Puis oui, donc, oui. Je suis parti un mardi matin ou un mardi soir de Roissy avec l'avion pour Manille. Je suis arrivé le mercredi ou le jeudi matin, je ne sais plus exactement, à Manille. J'ai passé une journée à Manille, interviewé par le directeur de l'OMS, le directeur des ressources humaines, différents, disons, personnes importantes dans le bureau régional de l'OMS. Et puis, j'ai repris l'avion le soir même pour Roissy. Donc, j'ai passé 24 heures à Manille. Alors, c'était en quelle année? Ça, c'était fin 2001. D'accord. En novembre 2001. Novembre 2001. Donc, tu es sélectionné voilà. par l'OMS, aller-retour dans la journée. Pour faire des interviews à Manille. Voilà. Et donc, et suite à une rencontre, par hasard. Voilà. Par hasard, à la terrasse d'un café à Lyon. Voilà. À Lyon. Je ne sais pas si tout le monde voit ça. Pour un poste à Manille. Oui, en plus, il faut dire que c'est très difficile pour un Français d'être recruté par l'OMS, parce que l'OMS, comme de tous les agences des Nations Unies, ont beaucoup de Français qui travaillent déjà, disons, et pour rentrer dans les Nations Unies, il y a des quotas par pays. Et la France est classée comme un pays où il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent dans les Nations Unies, donc il est très difficile pour un Français de rentrer. D'accord, voilà. Ok. Bon, donc je ne croyais pas, et puis je suis rentré en France, j'ai retrouvé mon épouse, et puis le temps a passé. Moi, c'était le premier séjour en France de mon épouse, elle devait rentrer au Vietnam, ce qu'elle a fait, et moi je devais aussi, je me dis bon, je vais peut-être partir comme prévu avec une ONG au Mali, comme médecin dans une association, tout ça. Et puis, juste après, début janvier, alors que j'avais mon billet pour le Mali, pour partir en Mali. Début janvier 2002. Oui, voilà. Ok. J'ai reçu un autre coup de téléphone de Mali en disant: c'est vous qu'on a choisi, donc si ça vous intéresse, on vous invite à venir faire une réunion, participer à une réunion de l'OMS du bureau régional de Manille, qui se fait à Bangkok, en Thaïlande, pour commencer à parler du plan de lutte contre le sida et les maladies
toute la région. Est-ce que ça vous intéresse? Je dis oui, bien sûr. Donc je suis parti à Manille en janvier, fin janvier, pour passer une semaine à Bangkok en fin de compte. Et là, on m'a confirmé mon recrutement avec l'OMS. Et j'ai commencé à travailler à l'OMS début le 2 mars 2002. Voilà. Excusez-moi Bernard, donc là, à l'OMS, à Manille, vers mars 2002, c'était les maladies, c'était le sida, Voilà. en prévention, toujours. Oui, enfin non, moi j'étais enfin si vous voulez, au niveau d'un bureau régional de l'OMS, il y en a 6 régions de l'OMS dans le monde, hein, Oui. notamment une dans le Pacifique occidental. Oui, Le directeur régional, qui est le secrétaire de tous les pays de sa zone, oui, a besoin de ce qu'on appelle des conseillers oui, qui vont l'aider à donner des directions à sa politique de santé pour disons, le problème en question. Donc moi j'étais le conseiller régional pour le sida et les Donc, MST. d'accord, donc toi, tu étais médecin conseiller, Voilà. hein, c'est ça, hein, régional Voilà. de cette zone Asie-Pacifique. Voilà. Et donc mon rôle a été pendant les 5 ans que j'ai passé à Manille dans le bureau régional à développer des équipes au niveau de chacun des pays de la zone, c'est-à-dire au Vietnam notamment, au Cambodge, je me rappelle, comment ça s'appelle, aux Philippines, Mhm, et en Chine, mhm, à Fidji dans les pays du Pacifique Sud, mhm. des équipes au Laos pour mettre en place, aider les ministères de la Santé des pays à mettre en place une politique cohérente pour la lutte contre le sida et MST. Donc ça veut dire, quand on est conseiller comme ça, il faut avoir la capacité de recruter du personnel, mais surtout d'être quelqu'un qui va chercher des fonds pour que l'OMS puisse financer ces personnels qu'elle va mettre en place. Donc si tu veux mettre en place une équipe de 3 personnes avec un médecin, un conseiller qu'on s'appelle en médecine communautaire et tout ça, dans un pays, ben, ça veut dire trouver des bailleurs de fonds, donc trouver des gens qui vont payer ces personnes pendant 1 an, 2 ans, et donc la durée d'un projet. Donc ça a été aussi un rôle très important de mon rôle à l'OMS dans ces 5 années à Manille, c'est de trouver des fonds auprès du Japon, auprès de l'Australie, auprès de la Nouvelle-Zélande, auprès de certaines grosses associations comme le Fonds mondial et tout, pour que l'OMS puisse avoir des fonds pour payer des médecins, des gens qui vont travailler concrètement à aider les ministres. Ce sont des fonds publics ou des fonds privés? Non, mais c'est des fonds, ça dépend, ça peut être des fonds privés, mais c'est aussi des fonds d'un pays qui va dire, ok, on va mettre de l'argent dans ce projet parce que ce projet est cohérent et qu'il va pouvoir produire quelque chose de cohérent. Alors je reviens un petit peu en arrière. Donc avant d'être nommé médecin conseiller à Manille en 2 mars 2002 pour lutter contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles, tu as fait tes armes avant 2002 dans différents pays d'Afrique. Explique-nous un petit peu quels sont tes jobs qui t'ont permis d'être sélectionné par l'OMS. Bon, si tu veux, pendant les 6 ans que j'ai passé au Mali, j'étais enseignant de santé publique, j'enseignais les maladies transmissibles, j'enseignais l'épidémiologie, j'ai créé un outil de formation continue pour les médecins et les infirmiers. J'avais créé un journal de formation continue pour les médecins et les infirmiers du Mali qui a été diffusé à travers tout le pays à tous les médecins et les infirmiers qui l'ont. J'ai dans d'autres, comment ça s'appelle, ensuite au Cambodge par exemple, j'ai été pendant 6 ans, j'ai mis en place, et c'est là que j'ai vraiment eu c'est un gros point important de mon CV par rapport à l'OMS, c'est que j'ai mis en place tout le système de dépistage du sida et des maladies sexuellement transmissibles au niveau du Cambodge. Donc dans toutes les provinces, oui, c'est ça. dans toutes les provinces du Cambodge, il y avait
un centre de dépistage pour le sida et les maladies sexuellement transmissibles D'accord. qui a été financé par la coopération française et qui a été mis en place avec des gens qui ont été formés et tout pour ça. En Donc, réalité, tu as déjà fait ce job-là, Ben, concrètement. Voilà, C'est juste, c'était pour le gouvernement français, voilà. la coopération Non, française. Oui, c'est pour Oui. la coopération française. On avait une très bonne équipe Oui. au Cambodge. Ouais. On avait un chirurgien à l'hôpital, on avait des formateurs à l'université, à la faculté de médecine et tout. Mais on avait aussi un projet qui était la lutte contre le sida et les MST au Cambodge. Et le Cambodge aussi, c'est quelque chose qui est très important à connaître dans l'histoire de la santé publique et du sida. C'était un des premiers pays qui a reversé la tendance de l'épidémie du sida. C'est-à-dire que le Cambodge, à un moment donné, il courait à la catastrophe et puis, après des décisions politiques, notamment du roi du Cambodge, il y a eu un changement total de perception de la maladie et de comportement des gens et tout, dû au fait qu'on a l'OMS, l'UNICEF, la coopération française, l'Institut Pasteur qui était au Cambodge, ont travaillé ensemble pour produire ce changement. Voilà. Donc, si tu veux, le recrutement par l'OMS est basé quand même sur toutes ces expériences qui ont commencé au Mali, mais qui sont poursuivies ensuite, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, mais au Burkina. Quand j'étais au Burkina, je n'étais pas dans un seul pays, j'étais responsable de 9 pays au niveau de la santé publique et l'épidémiologie, et donc c'est la surveillance des maladies aussi qui était importante. Donc toutes ces expériences au Mali, au Burkina, au Mozambique. Et c'était quelle maladie? Au Burkina, c'était toutes les maladies contagieuses. D'accord, Voilà. ok. Et Maladie infantile, oui. Au Mozambique, j'ai eu aussi une expérience très importante dans la lutte contre le choléra. Je me suis occupé de la lutte contre des épidémies de choléra d'une façon importante et tout. Donc c'est aussi un souvenir très fort de ma vie de médecin de santé publique, c'est la lutte contre les épidémies de choléra au Mozambique. Voilà. C'était, oui, on a, enfin moi j'ai toujours, je vois pas très bien. C'est ça, c'est peut-être ça la définition d'un globe-trotteur, puisque à l'époque tu cherchais pas vraiment, hein. Tu sais ce que tu veux faire, oui. Mais tu cherches pas vraiment l'endroit. Voilà, ça si moi, tu veux. Si tu veux, ma perception elle est suivante. Tu es un médecin humanitaire et un médecin qui sait ce qu'il veut. Mais par contre, là où il devrait exercer, c'est selon, l'occasion, selon. T'as pas choisi Mali. Je vais un peu modifier ta vision des choses si tu veux. Moi, j'ai des amis de Médecins Sans Frontières que je côtoie depuis très longtemps, notamment un de nos amis qui est actuellement député belge, qui s'appelle Georges d'Allemagne, qui ont fait une véritable, ce qu'on appelle une carrière de médecin humanitaire avec Médecins Sans Frontières et qui ont travaillé dans des camps, qui sont venus au Mali, que moi j'ai accueilli au Mali et tout, qui ont vraiment fait une carrière de médecin humanitaire. Moi je ne suis pas un médecin humanitaire, j'ai eu des moments humanitaires, mais j'ai travaillé pour la coopération française, après je travaillé pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est un peu différent. Mais ce que tu as dit est vrai, c'est que je n'ai jamais eu de plan de carrière, c'est-à-dire que je n'ai jamais dit je vais aller faire ça et tout. Les choses se sont succédé. Donc quand j'étais au Mali, après on m'a proposé de faire ça, et qui était dans ce que je voulais faire, mais si tu veux, je n'avais pas moi au départ un plan de carrière. Moi je relis ce que voulait dire ma pensée profondément respectable envers toi, médecin humanitaire, dans le sens où tu es humanitaire, tu vois. Humanitaire dans le sens où tu sais exactement ce vers toi tu dois faire, c'est la prévention, c'est la santé publique pour prévenir. Je traduirai exactement ce que tu appelles médecin humanitaire pour moi, c'est médecin de santé publique. Voilà. En plus, mais qui aime ses prochains, voilà, humanitaire, c'est ça que je voulais dire, qui porte le secours pour les prochains et via tes actions. Oui, mais parce que il faut voir les choses d'une façon un petit peu, comme je l'explique au début, c'est version médecine de santé publique versus médecine
curative individuelle. Parce que travailler dans les pays africains, les pays pauvres, c'est pas la même chose que d'avoir un cabinet que tu fais un certain nombre d'heures et puis... Oui, non, bien sûr. N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui a travaillé toute sa vie comme bénévole ou... Non, mais même si tu es payé, c'est quand même un métier où il faut aimer ce qu'on fait déjà. Bien sûr. Moi, je trouve que c'est pas pour casser dans le sang des poils, mais j'ai toujours dit qu'être médecin ou infirmière, infirmier, etc., enfin, d'une manière générale, le métier dans la santé, il faut aimer. Il faut aimer, il faut vraiment, quand je vois les gens qui soignent les autres dans les hôpitaux et autres, parce que à quelques fois il ne faut pas croire non plus que un bon médecin de famille, un bon médecin généraliste, il a la même façon de voir les choses, mais d'une façon beaucoup plus c'est pas pareil, mais limitée, qui est ce qu'on appelle la médecine de de famille, qui n'a rien à voir avec la médecine de santé publique. Oui, tout à fait, oui, tout à fait, oui. Et lui aussi, il faut qu'il aime ce qu'il fait, parce que sinon, ce ne sera pas un bon médecin non plus. Et donc, on a vu que pendant pratiquement les 20 premières années, Bernard, il a fait des expériences, il est revenu en France, il a complémenté ses expériences par d'autres études, etc., pratiquement pendant les 20 premières années, et ensuite, dans les pays africains, hein, c'était pratiquement que les pays africains. Non, le Cambodge a été aussi dans le cadre... Après. Non, mais c'était aussi dans le cadre de la coopération française. Hein. La continuité, mais en changeant de région, quoi, du monde. Mais quand même, au Cambodge, tu es resté quand même assez longtemps, puisque tu es resté 6 ans. Alors que dans les autres pays, tu n'es peut-être pas resté aussi longtemps. Non, j'ai resté 6 ans au Mali. Ah, quand même. Après, c'était des postes qui ont duré 2 ans, 2 ans, 2 ans, et 6 ans au Cambodge avant de rentrer à l'Ouest. Oui, mais alors ça veut dire qu'au niveau du continent africain, il y a beaucoup plus de choses à faire alors. Je pense qu'il y a autant maladies contagieuses. Oui, non, mais il y a autant de choses à faire partout, je pense, dans tous les domaines. Ah oui. Mais disons que pour un médecin qui travaille pour le gouvernement français, il y a quand même plus de chances de travailler en Afrique, parce que c'est quand même l'Afrique est très liée avec la coopération avec la France du fait de la colonisation ancienne, tout ça, voilà. Hein. Et d'ailleurs, la coopération que j'ai faite au Cambodge, c'est aussi lié avec le fait que la France a été quand même un pays colonial pour l'Indochine, qui comprenait le Cambodge, le Vietnam et le Laos. Hein. Alors, pendant les 6 ans que tu étais responsable des maladies SIDA et MST au Cambodge, et que tu as dit qu'on a vu les courbes inversées, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont atteints, qui sont malades, et donc c'est vraiment un bonheur pour un médecin de voir qu'il y en a moins de malades. Mais disons que pour moi c'était quelque chose qui est très particulier, mais qui est aussi très lié avec une coopération entre l'Organisation mondiale de la santé d'un côté, l'UNICEF qui a joué un rôle très important au Cambodge, l'Institut Pasteur, la coopération française et beaucoup d'autres associations ONG locales au Cambodge qui ont énormément travaillé ensemble. Et donc c'est bien sûr un plaisir personnel de voir que les choses sont allées dans le bon sens, mais c'est le résultat d'un travail collectif. Mais alors, ça veut dire qu'au Cambodge, dis-nous là, pendant les 6 ans, comment c'était quoi le travail? Est-ce que vous restez uniquement sur le Cambodge ou est-ce qu'il y a des relations avec les pays voisins? Parce que la maladie, ça ne s'arrête pas bien sûr, à la frontière du Cambodge. Quand on travaille pour la coopération gouvernementale française avec un pays, on a forcément des liens avec les pays voisins, notamment il y avait le Vietnam, le Laos, le Vietnam. Le Vietnam, il y avait une coopération universitaire importante, mais pas de médecins coopérants français au Vietnam et tout. Mais par exemple, moi quand j'étais au Cambodge, j'ai eu la chance, l'occasion d'être invité par Médecins du Monde, qui est une ONG connue, pour venir au Vietnam pour discuter avec Médecins du Monde, avec d'autres personnes, tout ça, qui travaillaient dans le même domaine que la lutte contre le sida MST. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que je suis allé la première fois au Vietnam, en avril 96, donc quelques mois après mon arrivée au Cambodge. Je suis allé la première fois au Vietnam en avril 96, invité par Médecins du Monde, alors que je travaillais pour la coopération française. Voilà. Oui, ça montre que
être responsable et puis les missions sanitaires françaises dans les pays aussi lointains. Parce qu'à l'époque, quand même, en 95 à 96, la vie commence à être stabilisée. Et c'est là où les maladies aussi se développent. C'est le cas notamment pour le sida et les MST, où justement la fin de la guerre, mais ce n'était pas encore tout à fait terminé au Cambodge, faisait qu'il y avait quand même un début et un risque d'explosion de la maladie sida et des maladies sexuellement transmissibles au Cambodge, parce que effectivement la situation changeait. Et donc c'était effectivement le rôle important qu'a eu l'OMS, l'UNICEF, l'Institut Pasteur et puis la coopération française à travers mon action, c'était de sensibiliser le roi du Cambodge, Norodom Sihanouk, à ouvrir les yeux sur le risque vraiment catastrophique du sida pour un pays comme le Cambodge. Et c'est qu'on a réussi à faire, effectivement. Le roi du Cambodge a ouvert les yeux, a compris que si il ne changeait pas la politique de santé publique de son pays, eh ben, ça courait à la catastrophe. Et il a eu le courage de parler contre les moines bouddhistes, en disant il faut utiliser le préservatif. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important au Cambodge. Très important à l'époque, et puis la mentalité, les gens, etc. Comment, oui, il y a tout cet aspect d'éducation. Alors, je ne peux pas raconter en 5 minutes l'histoire du Cambodge, parce que ça nécessiterait 1 heure d'expliquer tout ce qui s'est passé. J'allais dire. C'est vraiment un exemple extraordinaire pour la santé publique mondiale dans la lutte contre le sida, ce qui s'est passé au Cambodge. D'accord. Donc, on va passer au poste suivant. Donc là, une étape importante dans ta vie, je pense, c'est ce que moi j'ai ressenti, c'est d'être responsable à Manille, responsable régional, médecin, conseiller. Et là, ça change complètement, puisque depuis Manille, tu dois te mettre en contact avec plus de pays limitrophes. Alors, quels sont les pays que tu devais... disons la région, ce qu'on appelle la région du Pacifique occidental, qui était une des 6 régions de l'OMS. Il y en a 6 dans le monde. Il y a l'Afrique, il y a le Moyen-Orient, il y a l'Asie du Sud-Est qui est basée à New Delhi, il y a le Pacifique occidental qui est basé à Manille, il y a la région PAO qui est la région américaine qui est basée à Washington et qui couvre tous les 2 continents nord et sud-américains, et puis la région Europe. Donc tous ces 6 régions de l'OMS ont la même façon de travailler, c'est qu'il y a un directeur régional qui est responsable devant les États de sa région, de tout ce qui se fait au niveau santé publique et fait par l'OMS pour ces États. Et donc, il y a donc dans ces pays, en fonction des problèmes de santé publique de ces pays, des conseillers régionaux qui vont aider le directeur régional à mettre en place cette politique de santé publique pour les pays en question. Et donc, pour le Pacifique occidental, qui est dans le siège est à Manille, ça couvre 37 pays. C'est la plus grande région de l'OMS, puisqu'elle couvre notamment la Chine, la Mongolie, la Malaisie, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, tous les pays on s'appelle du Pacifique. Donc il y a beaucoup de petits États îliens dans le Pacifique. Le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ce sont des pays de cette région. Et donc il y a des pays comme dans lesquels on va essayer d'implanter des équipes pour lutter contre un problème de santé publique, notamment le sida, mais il y a des pays dans lesquels on va aller chercher l'argent pour travailler dans d'autres. Donc c'était le cas notamment d'aller en Nouvelle-Zélande, d'aller en Australie, d'aller au Japon pour sensibiliser ces gouvernements pour aider les autres pays de la région à mettre en place des équipes pour lutter contre une maladie. Et c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. 5 ans, et de mettre en place. Donc, moi, j'ai recruté pendant mes 5 ans à l'OMS, j'ai recruté 27 personnes pour différentes équipes dans les pays de cette zone-là. Notamment, on avait une équipe au Vietnam, une équipe au Cambodge, une équipe... Que des locaux non, pas forcément. Des gens, des experts
D'accord. d'origine internationale. Et D'accord. au Vietnam, j'ai recruté, je me rappelle, il y avait un Français, il y avait, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, au Cambodge, on a recruté un médecin d'origine chinoise. Il y a différents pays qui sont... D'accord. Voilà. Donc, un rôle important du conseiller régional national, c'est de trouver les fonds pour recruter et ensuite de choisir la bonne personne pour faire le travail. Et ça, J'imagine, ouais. quand tu as, des fois, tu as 300, 400, 500 candidats pour un poste et il faut essayer de trouver qui est le mieux, enfin la personne la mieux adaptée pour ce poste-là. Voilà. Extraordinaire ce cursus, c'est toutes ces aventures. Donc, ce sont les aventures. Après le Cambodge et 6 ans, c'était en 2012. Voilà. Et après, j'aurais jamais cru ça de ma vie, c'est que retourner en France, on est venu Au nord, au nord, alors que tu es d'origine du sud. Moi, je suis originaire de Toulon, dans le sud de la France, et on est venu s'installer. Bernard Frappe Test, médecin, club trotteur. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de faire la première vidéo avec Bernard. Donc voilà, nous sommes, on a discuté déjà pendant 40 minutes. Je pense que on va s'arrêter là, hein, n'est-ce pas Bernard? Et puis on va continuer à d'autres vidéos avec toi parce qu'il y a encore d'autres sujets, par exemple avec le Vietnam, la tuberculose. Donc c'est le dernier travail entre 2007 jusqu'à maintenant. Non, 2012. 2012 quand même. Donc ça fait 8 ans. Voilà. 8 ans. Mais on va s'arrêter là pour cette première vidéo, hein, Bernard. Bernard Fabre-Test, voilà, médecin, club trotteur, qu'on peut trouver d'autres articles écrits par le département Pas-de-Calais. Hein, je mettrai peut-être la photo. Quelques mots pour terminer cette conversation amicale, pour faire connaître auprès de notre public, mes amis Internet, les amis vietnamiens, les amis français, Bernard. Hein, les petits mots pour... ou les conseils, ou je ne sais pas, ce qui te passe par la tête. Moi, je voulais simplement te dire que merci, parce que c'est une occasion, je dirais, un peu extraordinaire de pouvoir faire partager son expérience, de parler comme ça un petit peu à bâton rompu de ce qu'on a pu faire pendant une quarantaine d'années, puisque ça fait déjà 40 ans, même plus, 44 ans que je suis médecin. Et je te remercie, Alain, de cette expérience, et je suis tout à fait prêt à continuer à discuter avec toi, de faire part là ce ne sera pas professionnel, mais de faire part un petit peu de mon lien particulier avec le Vietnam. Je l'ai déjà dit, je suis marié avec Thi Duy Chang, qui est mon épouse depuis 22 ans, mais mon histoire avec le Vietnam remonte beaucoup plus loin. Et ça remonte à mon grand-père et tout, donc ça on en parlera plus tard une autre fois. Voilà. Merci à vous tous. Donc, Boulogne-sur-Mer, vendredi 23 octobre 2020. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.